retour sur ce plateau, madame, monsieur. Lundi matin se poursuit. La deuxième partie, c'est avec jeune Kandolo. Je vous reçois. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup, Josué. Dans quel état, selon vous, se trouve actuellement la jeunesse congolaise? Mes prédécesseurs venaient de faire preuve de toute turbulence qu'il y a autour de cette problématique de la jeunesse. C'est vrai que c'est mitigé. Ça laisse un peu de doute sur un avenir assez prometteur parce que la jeunesse, comme on le sait, c'est le socle. Si la jeunesse n'est pas mieux préparée, si sa mentalité n'est pas forgée à la grandeur dont le pays peut se clamer comme socle, il y a un problème sérieux. Lumumba disait le Congo est grand et exige de nous de la grandeur. Mais la grandeur ne s'improvise pas. La grandeur, ça se cultive, ça s'arrose, ça se travaille. Et le grand travail à faire, c'est auprès de plus jeunes. Et si ceux-là ne sont pas vraiment préparés comme il se doit, je crois qu'on ira de raté en raté et malheureusement, on va perdre beaucoup de temps. Alors, vous êtes très souvent en contact avec les jeunes Congolais. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent? C'est quoi leur premier besoin? Bon, il faut se penser cela. Il y a d'un côté le fait que les aînés, ceux qui ont précédé les jeunes, ceux qui ont les devoirs de présider aux destinées de la nation, sont appelés à organiser, à créer un environnement propice pour que ce jeune puisse émerger, s'émouvoir comme il se doit. Mais d'un autre côté, il y a la responsabilité de cette jeunesse parce que il faut dire que la jeunesse, elle représente près de 70% de la population et par conséquent, elle est multiple et diversifiée. Et en proportion de pourcentage, il y a beaucoup plus de jeunes qui sont dans une attitude attentiste, qui ne veulent pas en fait aller embrasser leur destin. Mais il y a une poignée de la jeunesse, mais qu'il ne faut pas minimiser parce que les grands changements ne viennent pas de masse, voilà. Qui aujourd'hui sont enclins à cet espoir que l'on peut voir et pour lequel on peut pronostiquer. Et par conséquent, moi je rencontre beaucoup de jeunes qui sont dans les milieux entrepreneuriaux, beaucoup de jeunes qui de plus en plus ont la soif d'apprendre sur le pays parce que vous ne pouvez pas aimer un pays que vous ne connaissez pas. Et vous ne pouvez pas travailler pour le pays si en fait vous ne l'aimez pas. Or, quand on part à l'école, quand on va chercher son gagne-pain, on pense qu'on le fait que pour soi. Si déjà, en allant travailler, en allant à l'école, en allant à l'université, on se dit je le fais pour moi, pour ma famille, mais aussi plus pour le pays. Parce qu'en fait, vous faites partie de ce tissu qui est la République démocratique du Congo. Je crois que le regard sera différent. Dans tout ce que nous faisons, il faudrait qu'il y ait une dose de patriotisme. Et ça, c'est très important. Et donc, je disais qu'il y a d'une part la responsabilité de ceux qui doivent diriger, parce que ce sont eux qui doivent apprêter le cadre. Tout à l'heure, on parlait de la campagne Topé sa Congo Chance. On peut évoquer beaucoup d'autres projets ou initiatives. Le ministère de la Jeunesse lui-même s'appelle ministère de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale. Ça veut dire qu'on met l'accent sur le fait que, au lieu d'attendre une approche curative, il faudrait une approche en fait préventive, de manière à ce qu'on puisse planter, un peu comme dans la charte de l'UNESCO, on puisse planter dans l'esprit de la jeunesse ce pourquoi ils sont appelés, le sens du patriotisme, le valeur de la République, le valeur humaine, de manière à ce que nous puissions savoir ce pourquoi nous sommes en train de nous battre. Dernièrement, j'ai participé à une campagne, malheureusement, j'avais cru rencontrer la ministre là-bas, et elle s'est excusée à la dernière minute, elle devrait être parmi les panélistes ou prendre le mot, mais elle s'est fait représenter. C'était quelques jours seulement, à peine elle était nommée, c'était une grande activité d'échange citoyen. Il y avait plusieurs panélistes, des jeunes députés, des jeunes professeurs. Je faisais partie de ce panel et la question qui était posée, en fait, c'est sur la responsabilité de la jeunesse dans la construction, dans les développements du pays. Et moi, mon sous-thème abordait les questions, les 5 maladies qui empêchent la jeunesse congolaise de mieux participer, en fait, à ce développement. Et j'évoquais
entre autres, ce manque de patriotisme et cette crise d'identité. Parce que tu ne peux pas agir si tu n'as pas une identité. Pour que tu joues et que tu marques un but, tu dois être identifié à une équipe à laquelle tu joues et tu dois porter les valeurs de cette équipe. Et ici, le cas de le dire, la RDC c'est notre équipe. Donc si tu ne te considères pas congolais à part entière et considérer que tu as des droits et des devoirs, quand on appartient à une communauté, on a des droits. Le droit de revendiquer cette nationalité, de jouir des richesses qui sont, de tout ce qu'il y a comme avantage. Mais aussi les devoirs de défendre cette famille, de faire la fierté de cette famille. Ça c'est le premier aspect. Et beaucoup de jeunes ont perdu cela, cette flamme patriotique. Vous l'avez dit avec les intervenants ici tout à l'heure, les gens sont dans l'optique parce qu'en fait, ce que vous dites, vous le pensez et ça devient une attitude et ça devient un comportement. Tout ce que vous allez faire après, le vol, le clientélisme, c'est parce que vous n'aimez pas le pays. Si au départ, vous avez intégré le fait que le pays, c'est un patrimoine à protéger, je crois que le comportement qui va s'en suivre, les attitudes vont être collées à votre état d'esprit. Autre maladie que j'avais évoquée, c'est en fait cette conditionnalité d'avoir l'esprit wenge, ce que j'appelais la wengetisation, où ça doit être blanc ou noir, où ça doit être la nuit ou le jour. Les gens ne se supportent pas dans la divergence. Tu peux être un jeune de l'opposition, mais respecter les avis et les choses positives faites par quelqu'un de la majorité. Voilà. Autant tu peux être un jeune de la majorité, respecter quelque chose qui est porté par quelqu'un de l'opposition. J'ai donné l'exemple, par exemple, quel est le regard par exemple de nos amis de l'UDPS vis-à-vis de Christelle Voangue, du fait seulement qu'elle soit de l'opposition ou de ensemble. On va oublier tout ce qu'elle a comme valeur, tout ce qu'elle a comme belles initiatives, et on va regarder juste sa couleur. Et ça tue les gens. Et on pense que soit tu es, heureusement avec les églises aujourd'hui il y a des réconciliations, soit tu es de Joël Francis Tatou, soit tu es de Marcelo, soit tu es de Mazembe, soit tu es de Lupopo. La vie ne devait pas se faire comme ça. Quand on parle ce pays, tu peux te dire que j'étais de Lupopo, l'autre était de Mazembe, mais nous sommes en train de jouer pour l'équipe nationale. Et dans l'équipe nationale, tu es de Real, je suis de Barça, mais ici nous représentons l'équipe de l'Espagne, nous jouons côte à côte. Et cette mentalité va être forgée. Et par ailleurs, il y a d'autres conséquences, comme par exemple l'aliénation mentale, où les jeunes sont prédisposés au dialélo. Au point que là où en fait ils sont dans une sorte de volontariat de se faire ramener à la traîne. Ça veut dire qu'au lieu que ce soit les non-jeunes qui se sont déjà fait de l'argent, la plupart en politique, et pas de façon honnête, mais qui doivent soudoyer les autres jeunes. J'ai donné l'exemple à l'époque des élections. Les jeunes qui face au chef de l'État le 30 octobre 2022 disaient, voilà, député à Kalarozo, Ngate, et tout ça. Aujourd'hui, on a 3/4 des gens qui sont là, c'est les mêmes figures. On a vu même avec aujourd'hui les institutions, c'est juste une permutation. Celui-ci était Premier ministre, il devient président du Sénat. Celui-ci était vice-premier ministre, il devient président de l'Assemblée nationale. Voilà. Celui-ci, en fait, c'est la permutation. Rien n'a changé, c'est la même chose, c'est la même carte. Pourquoi? Parce que les jeunes sont distraits. Ils sont dans l'idée, ce qu'on appelle les kibongai. En fait, les jeunes ne veulent pas mettre l'eau dans leur vin pour s'aider mutuellement. Tout le monde veut être leader. Je parlais avec des jeunes à l'époque qui tous voulaient être des chefs de partis politiques. Je leur dis, si on veut avoir quelque chose de consistant en 2023, même si vous voulez être des chefs, mais il faudrait qu'on puisse fédérer nos forces. Tout le monde, les gens ont fait des partis de Twitter, les partis ont des drapelés, mais des partis qui n'existaient pas administrativement. Et lors des élections, ils sont allés en ordre dispersé, tous dans des partis de non-jeunes qu'ils sont censés remplacer, pour lesquels ils étaient en train de dire que... Ils ont aussi échoué. Et ils ont échoué parce qu'en fait, quand tu vas sur la liste de la personne que tu veux remplacer, la conséquence est logique. Voilà. Il va te bouffer, il va mettre ses fils, il va mettre ses cousins, il va mettre les gens qui ont été loyaux à ce dialogue. Et c'est comme ça que la jeunesse vautre un peu. On n'a pas une prise de conscience par rapport à ce qui doit être fait. Très bien. Alors, valeur ajoutée, vous êtes là pour ça. De quoi s'agit-il? Ces concepts-là est en vogue sur les réseaux sociaux, valeur ajoutée. Pas que sur les réseaux sociaux, mais dans la vie. Exactement, allez-y. Alors, ça fait partie des initiatives parce que moi, je crois que je suis investi d'une mission particulière, outre le patriotisme de manière générale que tout le monde peut avoir, mais je crois que je suis doublé en fait d'un fardeau personnel pour la jeunesse. Et ça fait 2 années
ça va faire maintenant plus de 15 ans que je travaille dans ce sens, dans le mentoring, dans le coaching, dans l'accompagnement et même bien plus avant, je le faisais sans savoir que ça s'appelle coaching ou mentorat. Le mot coach est venu à la mode, mais je faisais ce qu'on appelle coaching il y a 10 ans avant même que ce mot soit à la mode. Et c'est même pour ça que malgré l'effet des modes, il y a maintenant de plus en plus de disparitions de ceux qui s'est proclamé de coach, mais je suis dans le temps et je reste dans le temps. Alors le concept valeur ajoutée, à la suite de tout ce que j'ai déjà fait, la sortie de mon livre Solfège d'espoir, qui était adressé à la jeunesse congolaise en particulier et à la jeunesse africaine en général, de conférences que je fais, de cafés citoyens, j'organisais à l'époque, je me rappelle même l'actuel ministre de communication qui m'a dit « Tu n'as pas peur du mot citoyen ». À l'époque, ce mot était un peu péjoratif quand on parlait des mouvements citoyens, mais moi j'avais un groupe qu'on appelle Avenir Citoyen, qui était en fait un vivier, une sorte d'incubateur des jeunes leaders et beaucoup de jeunes, des associations, de mouvements citoyens, des jeunes dans l'entrepreneuriat ont, de manière humble, je vais le dire, l'ADN de Eugène Kandolo. Et dans cette optique, je fais la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes parce qu'au départ, moi-même, je suis entrepreneur forgé et par rapport à cela, on organise des accompagnements. Moi, je travaille pour le Fonds national de microfinance qui était appelé à accompagner les jeunes dans la création de leurs entreprises. Et fort de ce background transversal que j'ai dans les organismes internationaux, dans les secteurs privés et dans les secteurs publics, je me sens en fait en devoir de transmettre, d'aider les autres à émerger. Et c'est comme ça que depuis 4 ans, on a lancé ces concepts valeur ajoutée parce que on se pose, il fallait qu'il y ait un concept qui non seulement accroche, mais qui a un contenu. La valeur ajoutée, en fait, sur ce qu'il y a déjà, sur ce qui existe ou bien sur ce qui n'existe pas. Et c'est une la valeur ajoutée est une institution conférencière nationale à vocation internationale parce que nous, on ne voit pas petit. On ne va pas faire la pudeur du buffle. Donc, on voit grand et on assume nos ambitions. C'est une institution conférencière nationale à vocation internationale qui au départ était conçue pour être annuelle, mais je vais dire tout à l'heure que ce n'est plus le cas avec plusieurs demandes et les résultats que nous avons eus et notre focus sur le développement personnel dans sa tridimensionnalité parce que le développement personnel il est holistique, il prend la dimension intellectuelle, la dimension émotionnelle et même la dimension spirituelle ou culturelle. Je vais le dire comme ça. Et dans cette approche, nous faisons la promotion de l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat ici, notre grande cible, c'est la jeunesse. Mais ça ne veut pas dire que le non-jeune, parce qu'en tant que coach, j'accompagne des entreprises, j'accompagne des particuliers, je n'accompagne pas que les jeunes. La face la plus visible, c'est ma passion pour la jeunesse. C'est comme ça que souvent, certaines personnes m'appellent ministre de la jeunesse sans fonction. C'est parce que en fait, c'est ma passion. Je pense qu'en investissant dans la jeunesse, on prépare mieux le Congo. Et c'est comme ça que depuis 2020, on a lancé cette conférence. Nous sommes à la 4e édition pour Kinshasa. On a eu 2 premières éditions. La 3e édition, nous l'avons fait dans la grande salle de Showbuzz le 20 mai de l'année passée. Et cette édition a créé la soif dans des provinces et dans la diaspora. C'est comme ça que juste après le 20 mai, nous avons été appelés à faire ce que nous avons appelé valeur ajoutée RDC Tour. Nous sommes allés en Mbuji-Mayi, nous sommes allés à Lubumbashi, nous sommes allés à Kolwezi et partout, c'était une soif rencontrée et il y avait de l'engouement. C'était vraiment exceptionnel de voir. J'ai vu que tout à l'heure, il défendait mieux le gouvernement provincial du Lualaba. Bon, vu aussi le caractéristique de la province, il y a ce foisonnement beaucoup plus orienté vers le mine. J'étais curieux de voir que les gens ont plus acheté des billets VIP au Lualaba que les billets standards. Et ça, c'était la première fois que j'arrive. Lubumbashi, j'y vais régulièrement. Depuis 2015, je pars à Lubumbashi. Mbuji-Mayi, j'y vais régulièrement. Je suis même né là-bas. Mais c'était la première fois que j'aille à Kolwezi. J'ai vu la force de réseaux sociaux. J'ai vu comment les gens venaient pour écouter, pour payer et participer à cette conférence, se foisonner, être challengés, être boostés, alors que c'était pour la première fois que j'arrivais là et à Mounkalas, la salle était pleine. Alors, j'ai découvert, tout à l'heure, là, j'ai découvert en vous une autre qualité, c'est que j'ai même envie de vous appeler médecin de la mentalité. À part le fait que vous êtes déjà le ministre de la jeunesse en fonction, mais vous êtes aussi le médecin de la mentalité. Tout à l'heure, là, j'ai vu les images que balançaient Fils et Philly. C'est écrit « L'échec, mon échelle ».
Qu'est-ce que cela signifie? Ah oui, mais c'est un jeu de mots, mais c'est intriguant, c'est thérapeutique, Voilà. Ça booste, ça provoque un peu. Dans la vie, tout le monde redoute l'échec. D'une façon ou d'une autre, personne ne veut commencer quelque chose et se voir ne pas réussir. Et il y a comme une sorte de hantise dans chacun de nous. D'autres ont déjà vu l'échec, l'ont palpé, l'ont subi. Il y a même d'autres qui ont cru que c'était la fatalité. D'autres ont vu des gens échouer dans les secteurs où ils veulent se lancer. Et je parle souvent des effets miroirs de l'échec. L'échec que tu n'as pas forcément vécu, mais quelqu'un d'autre a vécu dans ce secteur, tu penses que c'est fini pour toi. Et je dis souvent, un échec dans un domaine ne fait pas de ce domaine un domaine d'échec. Et donc, partant de cela, je me suis dit que c'est un thème transversal. Que ce soit en entrepreneuriat, que ce soit en politique, que ce soit en amour, que ce soit en termes du relationnel, d'une façon ou d'une autre, les gens peuvent échouer. Les gens ont déjà échoué. Mais est-ce l'échec est une fatalité? Est-ce qu'on peut se relever de l'échec? C'est comme ça que je considère que l'échec, c'est mon échelle. Et je veux que chacun s'approprie cela. L'échec, mon échelle. Et maintenant, on va développer, décortiquer de manière assez pratique et transversale dans tous les domaines, avoir de figure pour montrer dans quelle mesure l'échec peut devenir une échelle et ta propre échelle. Et ce même le thème que nous avons adopté pour cette double valeur ajoutée, parce que cette fois-ci, nous avons considéré que c'était important qu'on fasse deux jours. Nous l'avons fait, nous avions choisi le 24 et le 25, mais quand nous sommes allés pour régulariser avec la salle, ils nous ont montré, comme c'est une nouvelle salle, l'auditorium de Silicon Village, ils ont dit que pour le moment, ils ne travaillent pas le dimanche. Et du coup, on devait décaler. Donc, c'est 2 samedis qui se suivent, le 24 et le 31, que nous serons dans cet auditorium de Silicon Village. Donc c'est le 24 et le 31, voilà. Pas du 24 au 31. Non, voilà. Ça serait pour une conférence, ça serait même ennuyant. C'est vrai que si c'était un séminaire, si c'était un forum, on peut le faire. Mais ça, c'est une conférence qui va prendre 2 jours, mais décalée. C'est 2 week-ends qui se suivent. Le 24 et le 31, nous serons à l'auditorium de Silicon Village pour parler de l'échec, mon échelle. Et partager des expériences et toucher en fait les gens dans leur propre situation. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui vous suivent? Je précise que tous ceux-là même qui ont échoué aux élections doivent venir. Exactement. Tous ceux qui ont échoué, j'ai entendu les intervenants de tout à l'heure disaient que nous n'avons pas été proclamés par la CENI. En fait, c'est exactement tout cela. Je crois que d'une façon ou d'une autre, on a déjà vécu l'échec. Ça peut être l'échec dans une relation. Ça peut être, et puis après, il y a aussi des choses que nous ne savons pas percevoir comme échec, et les gens découvriront ce jour-là, ça aussi c'était un échec, mais comment surmonter cela? Et comme nous sommes dotés par la grâce de Dieu de ces capacités de toucher les cœurs de gens et d'être assez didactique pour certains cas que des gens vivent, nous allons leur servir de miroir, mais aussi de phare. Et le 24, nous allons passer des bons moments parce que valeur ajoutée, c'est toujours une expérience atypique. Toutes les éditions des valeurs ajoutées ont toujours laissé les gens avec un souvenir assez agréable. Très bien, c'était là Eugène Kandolo, médecin de la mentalité. Ça peut aller comme ça? Ouais, ça peut coller. Un dernier mot, rapidement. Non, mais c'est de dire aux gens que nous allons nous retrouver ce week-end-là et qu'il ne faut pas penser que l'échec est une fatalité. Tu peux faire de ton échec une échelle et il y a toujours une vie après un échec. Et d'ailleurs, la réussite n'est rien d'autre que en fait plusieurs échecs vus sous un autre angle. Donc, on se retrouve le samedi. Il y aura, comme d'habitude, le slam, la musique classique, parce que notre conférence est une conférence spectacle. Ce n'est pas une conférence terne, académique, avec la méthode ex-cathedra du maestro. Non, on va vraiment être ensemble. Il y aura aussi des témoignages, mais seulement on n'a pas voulu cette fois-ci avoir de panélistes sur les affiches. On a gardé l'uniformité d'avoir le coach sur mesure seul, parce que l'événement s'identifie aussi aux visionnaires. Très bien. Moi, je serai là, Eugène Kandolo, et je lance aussi cet appel à tous ceux qui nous suivent. Le PCA aussi sera là. Il m'a promis qu'il sera là. Très bien. Madame, Messieurs, c'était un réel plaisir de vous présenter Eugène Kandolo, l'un des Congolais qui, lorsqu'il est sur votre plateau, vous avez toujours envie de continuer de poser des questions, puisque chez lui, il n'y a pas de questions taboues.
Oui, et puis après, je ne prends pas des minutes pour tourner autour de Pau. Exactement. On essaye de dire l'essentiel et de dire des choses qui touchent, des choses qui apportent du beau, du bien-être et un plus, en un mot, valeur ajoutée. Très bien. La RDC a la conquête de la paix au niveau de la SADC. Un appui militaire, diplomatique, mais aussi technique avait été promis par les partis, les États membres de la SADC, mais aussi le rôle de la communauté internationale dans le processus de recherche de la paix, notamment la trêve humanitaire, mais aussi les cessez-le-feu, je vais dire. Nous allons en parler avec Elie Mondonga. On nous signale qu'il nous reste 5 minutes, mais on va terminer ces 5 minutes avec Elie Mondonga, qui est avec nous. Il va intervenir juste après Jeune Kandolo et avant de pouvoir conclure cette émission. Alors on prend cette virgule, le temps pour nous de recevoir Elie Mondonga.